Bonjour, Thierry Fleischmann et Hyper. J'ai été surpris d'apprendre qu'Alain Hébrard a été un généraliste et je voudrais défendre quand même le travail qu'Alain Hébrard a fait pour justement opérationnaliser cette notion de compétence dans les programmes, dans la mesure où vous avez fait référence à l'histoire. Cette notion de compétence était présente dans l'enseignement professionnel, présente un peu dans l'enseignement du premier degré. La charte des programmes que vous citiez se réfère à la notion de compétence, non pas, je dirais, en opposant sphère publique, sphère privée, mais parce que cette notion de compétence devenait opérationnelle pour l'intégration à la fois de nos élèves et puis la modernisation, le dépoussiérage de nos programmes. Donc Alain Hébrard est arrivé à un moment où après le travail du doyen Pinault et après les combats des didactiques, on commençait à construire des programmes en EPS qui furent le lieu et l'objet de débats intenses entre les différents partenaires. Et personnellement, en tant qu'IAIPR, je considère que les premiers programmes qui sont sortis sous l'influence d'Alain Hébrard ne sont pas généralistes, mais sont l'expression d'une culture professionnelle, même imparfaite, on est tout à fait d'accord. Mais donc, je voulais d'abord m'exprimer par rapport à ce qualificatif de la fonction d'Alain Hébrard. Je vous remercie. Ah oui, donc je peux répondre tout de suite, je n'ai pas du tout de désaccord sur cette question-là. Je parlais de l'origine, et puis Alain Hébrard l'a dit et répété plusieurs fois cette option, c'est-à-dire qu'il avait, alors généraliste peut-être pas effectivement le bon terme, mais d'avoir des programmes qui soient de l'ordre de ce que je disais, c'est-à-dire à un moment donné, il a même pris plusieurs fois l'anecdote, moi j'ai besoin d'un papier qui me permette d'aller discuter avec le ministre sur le truc pour lui dire voilà ce que c'est l'éducation physique, voilà. Donc voilà, on était sur... Et d'ailleurs, les programmes de 96, et c'est là que c'est intéressant, il y avait les programmes qui étaient ce qu'ils étaient, et il y avait des documents d'accompagnement qui, eux, faisaient l'office, quand on regarde ce qui se passe dans les autres disciplines, de vrais programmes par rapport aux autres. C'est-à-dire que voilà, on était sur... On avait l'histoire, notre histoire des instructions officielles, qui commençait déjà à descendre, et effectivement, il y avait des besoins, d'opérationnaliser un certain nombre de choses, je suis tout à fait d'accord. Et donc, il y a une forme de tuilage, là, jusqu'à aujourd'hui, pour qu'à un moment donné, on passe d'instruction officielle à des programmes qui contiennent des compétences attendues comme étant dans les textes réels. Donc oui, c'était pas un jugement de valeur. Hein, Après, il était très difficile à l'époque d'asseoir cette notion de compétence. D'ailleurs, le PS, en dehors de l'enseignement français, fut une des premières disciplines à se saisir de cette notion de compétence. Même, et vous êtes bien placé pour le savoir, il était primordial et crucial pour le PS de s'engager dans ce débat, je dirais, au départ théorique, puisqu'on a mis des années à stabiliser la notion de compétence, malgré toutes les compétences des collègues qui se sont affrontés à cette définition. Xavier Trufelli, je suis formateur à la fac à Nanterre. Une petite question sur le fond du problème avec ces fameux programmes qui ont une tendance prescriptive. Pensez-vous, par rapport à quelle est la position du SNEP, puisque vous parlez en ces termes, quelle est la position du SNEP par rapport à ce décrochage entre, en quelque sorte, des programmes qui deviennent prescriptifs et des professeurs de PS qui sembleraient attendre quelque chose qui soit plus proche des savoirs de PS proprement dit. Est-ce qu'il y a vraiment un décrochage? Décrochage, je ne sais pas. Quand moi je donnais tout à l'heure un point de vue sur justement l'aspect enseignant-concepteur, etc., c'est un point de vue qui dépasse la simple question de l'éducation physique. Je dirais aujourd'hui, parce que bon, quand on fait du syndicalisme, ou en tout cas quand on est dans ce registre-là, on a en tête tout un tas de choses qui dépassent le cadre habituel de notre métier, etc. Et donc aujourd'hui, la question du travail en général est une question qui est problématique, pas simplement chez nous.
problématique. Pourquoi? Parce que, justement, on est en train, comme ça c'est une question politique au sens fort du terme, de société, de type de comment dire, d'économie et de société qui est mise en place, où le travail est malmené dans le sens où la tendance va vers une suite de prescriptions de plus en plus fortes qui amènent à un moment donné les gens, et les enseignants là, pour nous en l'occurrence, à être dans une double contrainte permanente. C'est-à-dire d'un côté, on me dit ce qu'il faudrait que je fasse pour bien faire, et on n'arrête pas de me le répéter, de me le rajouter, que si je ne fais pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait, etc. Je vous donne quand même un petit truc, je ne dirai pas d'où ça vient. Je ne vous dirai pas d'où ça vient. Quand les étudiants sont en stage, ils ont généralement une liste de conseillers pédagogiques qui sont recommandés, en tout cas qui sont listés, qu'on va choisir. Ben, il y a des endroits où il y a des listes avec des surlignages, des couleurs différentes. Il y a ceux qui respectent bien les programmes, les profs qui respectent bien les programmes, donc on engage les enseignants à aller plus particulièrement vers ceux qui respectent bien les programmes, et puis il y a les autres. C'est-à-dire en gros, le deuxième choix, faites gaffe, c'est ceux qui... Bon, vous voyez, on est dans un registre où à un moment donné tout ça pèse, et je ne dis pas que c'est... Attention, je ne dis pas que c'est... Je dis que c'est le poids d'une société. Et ça se traduit chez nous par un certain nombre de choses. Et à un moment donné, on était prescrit beaucoup par l'organisation, toujours pareil, la programmation en particulier, etc. Et là, la tendance, c'est d'être prescrit par les... Donc la liberté, entre guillemets, pédagogique, elle se situe où? La capacité à construire, elle se situe où? On dit, ben, elle se situe dans la mise en œuvre. Ah oui, donc je peux... Et encore, dans les mises en œuvre, quand on regarde précisément ce qui est écrit, je prends l'exemple de l'escalade, etc. au DNB, on dit, les mises en œuvre, elles ne sont pas si libres que ça, parce qu'on dit, il faut monter en moulinette, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, et donc la double contrainte, c'est dans laquelle, et le malaise qui s'exprime, écoutez, je ne vais pas faire de détails, parce qu'il faudrait que je liste tout ce qu'on a accumulé, etc. Moi, je fais beaucoup de stages, parce que bon, le syndicat organise des stages, donc on rencontre chaque année, quoi, en gros 3000, 3500 collègues dans des registres différents. Mais bon, sur les questions, j'ai vu ces dernières années des collègues pleurer de 50 ans, 55 ans, pas loin de la retraite, qui pleuraient parce qu'ils disaient « je me suis battu toute ma vie pour faire un truc, et là on enlève l'activité machin, et là on me laisse plus faire sexe ». Je vous promets, c'est pas des... bon. La profession était une profession qui était hyper dynamique et toujours reconnue par sa grande... Bon, et en plus le côté festif étant pas le plus grand. On sent aujourd'hui très fortement une difficulté parce que on est pris d'un côté par des choses qu'on ne peut pas toujours faire, y compris pratiquement, l'installation, les machins, etc. Des choses qu'on devrait faire parce qu'on m'a dit que c'était qu'on devait faire, mais je ne reconnais pas forcément que c'est la meilleure façon dont moi, depuis 35 ans que j'enseigne, je suis construit une professionnalité qui permet d'eux, etc. Et donc il y a cette fois ce jeu-là, et comment je joue là-dessus, et ça crée de la souffrance. Voilà. Alors, encore une fois, qu'on entende bien, c'est pas les programmes, que les programmes qui, je veux dire, c'est un élément parmi d'autres, dans la perspective aujourd'hui du travail en général dans nos sociétés. Patrick Dumont, il est PR sur la clinique Créteil. Alors, la première chose, c'est que j'ai envie de vous inviter avec une sympathie à être très prudent par rapport au procès d'intention. Nous, en tant qu'inspecteurs, on n'a pas le sentiment d'avoir des listes rouges et des listes surlignées sur lesquelles, effectivement, on aurait des visions. Non, mais s'il y en a, je pense que les procès d'intention, sans mettre de nom derrière, c'est toujours dangereux. Voilà. Et surtout quand les gens sont absents, donc c'est bon. Je vais passer là-dessus. Je vais passer là-dessus. Pas de procès d'intention, c'est tout. Je pense que c'est pour je pense que le débat sera beaucoup plus simple. Après, moi j'ai envie de vous poser une petite question. Vous mettez en opposition la notion d'enseignant-concepteur avec les nouveaux programmes. C'est très intéressant parce que nous on a, vous le savez, un discours un peu différent. C'est-à-dire qu'on a le discours qui en fait montre un petit peu que sur une fiche ressources, et là on ne va pas parler de la certification, on va parler plutôt des contenus, d'enseignement au quotidien. Nous, on a le sentiment qu'effectivement, la fiche ressources telle qu'elle est présentée dans les programmes laisse une grande liberté. Bon, ça, on pourra s'en exprimer éventuellement.
Moi, ce que j'aurais aimé vous entendre dire, c'est, enfin, nous expliquer un petit peu, c'est, selon vous, c'est quoi un enseignant concepteur? Comment dire, la question est excessivement compliquée. Hein. Elle part de la problématique et je pense que c'est une problématique qui est loin d'être résolue, qui pose des questions mais qui ne donne pas de réponse systématique. C'est la différence qu'il peut y avoir entre un cadre national, et nous on a toujours été demandeurs, si vous lisez l'ensemble de la production syndicale sur le sujet des programmes et des certifications, on a toujours demandé le cadre national, toujours. Parce que c'est partie des demandes, je dirais, normales pour nous par rapport au pays, par rapport à créer de la communauté commun, etc. Donc là, il y a zéro ambiguïté là-dessus. Donc toute la question c'est quoi un cadre? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on repère comme étant des choses obligatoires? Moi je pense qu'un programme aujourd'hui ne devrait pas être exactement ce qu'il est. Il devrait cibler, simplement, dire voilà ce qu'un élève doit apprendre. À tel niveau, voilà, point barre. Pour moi, un programme, c'est ça. Le reste, tout le reste, je dirais, doit faire partie, non seulement de la formation, mais doit faire partie d'une discussion et d'une négociation avec les enseignants et avec l'institution pédagogique qui, dans ce cadre-là, doit savoir son rôle à jouer, sur la manière, sur tout le reste, c'est-à-dire toute la façon dont on enseigne, donc, c'est-à-dire conseil, prescription éventuellement sur un certain nombre de choses qui rentrent dans un cadre éthique, etc. Voilà. Donc, pour moi, et d'ailleurs c'est ce que font la quasi-totalité des enseignants dans les autres disciplines, c'est-à-dire ils ont ce que faire apprendre aux élèves, et puis pour le reste, ils se débrouillent. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire bien. Là, on se pose la deuxième question qui est celle de la politique, proprement dit. C'est-à-dire, l'enjeu aujourd'hui, et tout le monde est d'accord, il n'y a pas une personne qui va dire le contraire, en tout cas le dire, c'est qu'il faut faire réussir tout le monde. Il faut amener tout le monde à un certain nombre de pouvoirs qui lui permettent d'agir, d'être présent dans la société, de pouvoir se construire sa vie, tout ce qu'on veut. Voilà. Créer des pouvoirs. Et donc, à partir de là, comment ce que l'élève doit savoir à la fin d'un cycle d'études en éducation physique, comment ça participe de cette émancipation progressive, etc. Pour moi, le programme, c'est ça. Tout le reste, c'est de l'ordre d'une discussion, d'une négociation et de l'ordre de l'accompagnement d'un enseignement pour que progressivement, il devienne de plus en plus performant. La difficulté, c'est qu'on ne prend pas en compte aujourd'hui la question de la formation, par exemple. La question de la formation. Bon, parce que vous savez, tout le monde sait aujourd'hui que la question de la formation est en discussion. Qu'elle a été malmenée ces dernières années et que, bon, pour l'instant, on a des grandes interrogations sur la suite. C'est un autre sujet. Sauf que quand on regarde l'histoire des formations et de la préparation au concours depuis un certain nombre d'années, et qu'on regarde dans le détail, notamment ce qui concerne la question de la formation à ce qu'on pourrait appeler une technologie des APS, elle a énormément diminué. Pourquoi? Pour une seule raison prioritaire, c'est la question du coût. Tous les gens qui enseignent, qui sont formateurs aujourd'hui, savent que enseigner les APS au milieu universitaire, c'est extrêmement coûteux. Or, les volumes horaires ont considérablement baissé. Et bon, donc on se retrouve avec des gens, on va se retrouver de plus en plus avec des gens qui, par rapport en tout cas à une certaine période, une certaine époque, qui auront vécu les belles années de la construction didactique, de l'INRP, etc., où on se sera. Ils se retrouvent avec des connaissances dans ce registre-là qui sont relativement faibles. Et ces connaissances faibles, confrontées à des exigences qui ne pourront pas discuter, ça ne crée pas des enseignants concepteurs. Parce qu'ils ne pourront pas les discuter. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Donc c'est une dynamique dans laquelle il faut qu'on s'inscrive, qu'on réfléchisse pour savoir, de façon communautaire, on va dire, EPS, comment on fait en sorte qu'on crée les conditions pour que l'éducation physique de demain, elle soit meilleure que l'éducation physique d'aujourd'hui. Les élèves de demain, ils sortent avec des pouvoirs supplémentaires qu'ils n'ont pas aujourd'hui, etc., etc. Moi, je ne pense pas, et d'ailleurs aucune réforme, je veux dire même à grande échelle dans l'éducation nationale, n'a porté ses fruits quand il n'y avait pas, quand on ne s'était pas inscrit dans un dialogue de ce registre-là. Parce que les enseignants, de toute façon, à un moment donné, il est dans sa classe et il est seul dans sa classe. Et que c'est là qu'il faut qu'ils soient en capacité à gérer les problèmes, pas simplement lors
d'une discussion avec le machin, ou lors d'une inscription, ou lors etc. Et bon, voilà. Donc moi, je plaide. Alors, encore une fois, la réponse, la question posée est excessivement intéressante et problématique. Je pense qu'il n'y a pas de réponse stable et définitive. Il y a simplement des indicateurs. Qu'est-ce qu'on définit comme étant des programmes aujourd'hui et comment on construit collectivement une avancée de la discipline vers la réponse aux besoins qui sont affichés aujourd'hui par la société, c'est-à-dire faire réfléchir un maximum d'élèves. C'est comme ça que j'y réponds. Alors, je veux bien croire que ce n'est pas forcément... On prend les deux dernières questions. Oui, Jean-Claude Viss, formateur à Orsay. Et donc, je confirme les propos de Christian sur la difficulté de plus en plus d'avoir des conditions de formation dans les absents, que ce soit en termes de budget, que ce soit en termes d'entretien des surfaces pédagogiques. Effectivement, ça se dégrade fortement et l'accès des universités à l'autonomie et à la gestion de leurs ressources a mis un certain nombre d'universités en difficulté. Et donc cette année, on a, pour équilibrer les budgets, une restriction forte. Et donc, effectivement, on ne va plus louer l'installation de qualité à l'extérieur, etc. On va être obligé de revenir sur des surfaces d'évolution qui ne sont pas pertinentes. Mais ça, c'était un petit commentaire sur la formation. Alors, la notion de compétence en EPS, moi, elle m'a toujours posé un problème. Effectivement, je voudrais qu'on revienne sur l'influence de l'Europe et l'économie du savoir, en fait, puisque la définition des 12 compétences, ou des 8, on en a repris 8, il y en avait 12, il me semble qu'elle est fortement marquée de l'empreinte des industriels. C'est-à-dire qu'au niveau européen, il est clair qu'il y a des attentes et il s'agit de servir l'économie du savoir, et non pas de servir l'économie par le savoir, pardon, et non pas forcément de servir les individus. Donc on a ce problème-là qui est posé. Alors évidemment en EPS c'est particulier parce que nous on était dans l'agir depuis longtemps. Et donc la notion de compétence elle nous est familière. Autant elle a choqué dans les autres disciplines, me semble-t-il, parce qu'ils étaient habitués au savoir et non pas à l'application de leur savoir, autant nous on était assez familiarisés avec cette compétence-là. Il n'empêche que la question de l'instrumentalisation elle reste. Est-ce que le corps d'inspection, est-ce que, par l'intermédiaire des programmes, il n'y a pas de fait une pression institutionnelle ou économique pour transformer les savoirs? On pourrait s'interroger sur l'importation de la CP5, par exemple, non, de façon non concertée, on pourrait le dire comme ça. Donc voilà, autant personnellement j'ai une grande familiarité avec la notion de compétence en tant que savoir-faire, savoir-être et savoir dans les contenus qui sont à transmettre, autant effectivement dans la remarque qu'a faite Christian tout à l'heure, c'est-à-dire que avec les savoirs on était bien sur une transmission culturelle avec des choses qui étaient extérieures à l'individu, qui devaient s'approprier pour s'émanciper. Autant avec la notion de compétence telle qu'elle est entendue au niveau européen en tous les cas, et telle qu'elle est valorisée dans l'économie du savoir, il s'agit de développer des pouvoirs chez l'individu, mais au service d'une économie. C'est pas une question. C'est en fait c'est un commentaire, mais c'est pour te relancer sur le sujet. Puis j'ai une dernière question avec le Pascal. Pascal Borde, je suis formateur en UFR Stars. Je vais préciser une petite chose, je vais être très court, je ne suis pas syndicaliste, je n'ai pas ma carte au SNEP et je ne souscris pas à tout ce que le SNEP propose. Cela dit, je suis tout à fait d'accord avec les propos de Christian. Il y a effectivement un cadenassage sans précédent de la profession. Tout formateur frotté d'un peu d'histoire d'EPS sait très bien qu'aucun des textes qui nous tombent sous le nez là, ces derniers temps, soit les textes programmatiques, s'agissant de ce qu'il y a enseigné, soit les textes relatifs aux épreuves certificatives, il n'y a jamais eu aucun texte de cette nature en EPS. On parlait tout à l'heure de savoir de quoi on parle, alors je précise ça n'a jamais existé, reprenez tous les cours que vous avez eus sur l'histoire de l'EPS, c'est exceptionnel ce qu'on est en train de vivre, exceptionnel. Je souscris au propos de Christian, ça n'existe qu'en EPS.
Il se trouve qu'on fait travailler nos étudiants sur les compétences, la notion de compétences dans les autres enseignements, en français, en histoire, en musique, etc. Ce qui est produit dans l'EPS n'a aucun équivalent dans aucune autre des disciplines qui sont enseignées en France. Je vais plus loin, ce qui est proposé dans l'EPS n'a aucun équivalent dans aucun des pays de l'Europe. La notion de compétence, telle qu'on la décline très précisément, les textes y parlent des 3 types, là, attitude, capacité, etc. Aucun des textes européens n'est aussi précis. Je ne parle pas des examens, c'est un cadenassage sans précédent de la profession. Je souscris aussi, j'ai effectivement moi aussi des retours d'inspecteurs ou d'inspectrices qui classent les enseignants en fonction de la docilité à ces nouveaux textes. En tant que formateur, et je vais poser une question à Christian après, en tant que formateur qui prépare au CAPEPS et qui suit les épreuves du CAPEPS de près, qu'est-ce qui est demandé aux futurs capétiens, aux futurs agrégés, aux agrégatifs, de réciter les textes officiels, et notamment les textes qui précisent pour chaque activité les compétences numériques, niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Donc on forme de bons petits soldats, c'est très bien, c'est un constat. Hein. La question que je vais poser aux représentants du syndicat, c'est comment se fait-il, Christian, que vous n'ayez pas bougé plus tôt sur cette question? Je précise, je ne suis pas syndiqué, et je ne partage pas toutes les options du SNEP. Mais notamment, je me rappelle aux EPSILIAD, déjà ça bruissait très fortement dans les travées, et de très nombreux collègues disaient c'est pas possible, les textes qui nous tombent là, d'abord qui est bon, d'où ça sort, c'est inapplicable, on est corseté, on ne peut plus faire ce que l'on veut, ça en partie tant mieux, que chacun ne fasse pas ce qu'il veut, mais qu'il y ait un cadre, et c'est sans précédent dans l'histoire de notre discipline. Donc ma question c'est pourquoi ne pas avoir bougé plus tôt? Merci. Dernière réponse. Oui, il y en a qui nous reprochent de bouger trop. Alors juste un truc sur la question des compétences européennes et de la logique dans laquelle on est, je l'ai dit, mais bon, ça commence à se... Bon, il y a plein d'ouvrages, Neil Laval, Nicolir, etc., qui démontrent, et même ce bouquin dont j'ai parlé tout à l'heure de 90, là, qui est un bouquin de chercheurs, montre d'où vient l'importation du terme de compétence. Et plus que la notion même de compétence, derrière, c'est la notion de référentiel de compétence qui importe. C'est-à-dire qu'on remplace, l'objectif, c'est de remplacer effectivement des diplômes reconnus, etc., par une liste. Et d'ailleurs, maintenant, ça vient même dans l'école, puisque le livret de compétences, etc., cette logique-là, elle vient. C'est-à-dire, en gros, on a une liste de choses que je dois savoir faire et qui classe les personnes par rapport à une employabilité possible. Donc, on le sait très bien aujourd'hui que ça, dans le milieu du travail, de l'entreprise, etc., une fonction de casser des conventions collectives pour que la question des salaires ne soit plus adossée à la question du diplôme ou de la qualification. C'est très clair et très précis. Je veux dire, il y a des milliers d'écrits là-dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté, je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté sur cette logique-là. Mais bon, il faut l'avoir en tête, mais c'est pas pour autant, je dirais, que la notion de compétence, en tout cas, pour nous, elle n'est pas utilisable et elle n'est pas intéressante. Donc je pense que c'est après Didier de Linière et tout ça donneront des repères là-dessus. Donc moi, c'est pas parce qu'il y a ça qu'il y a un amalgame à faire en disant bon ben, il y a ça donc on n'en veut plus, etc. Donc voilà. Donc moi, c'est très clair politiquement et économiquement quelle est l'entreprise qui est menée, mais c'est pas pour autant que faut pas prendre. Donc j'ai terminé en disant savoir et compétence. J'ai pas dit. Alors, deuxième question sur la question des programmes, et sur la question de pourquoi on n'a pas bougé plus tôt. Encore une fois, notre histoire syndicale et professionnelle, elle s'est construite sur le fait que, pendant de nombreuses années, le SNEP, intervenait dans la question des programmes, on va dire, sur les questions de politique de l'éducation physique, conception, identité, etc., matrice disciplinaire, machin, etc. Ça, c'était donc, voilà, quel est l'affichage qu'on donne de la discipline? Parce que là, on disait, bon, et on s'arrêtait généralement à la question des compétences spécifiques, etc., et jusqu'aujourd'hui, les compétences individuelles, en disant, bon, on ne rentre pas dans ce débat-là, parce que ça, c'est un débat professionnel, il n'y a pas de raison qu'on donne plus notre point de vue, etc., même si on pouvait le faire bon. Et donc, on a, historiquement, et donc culturellement, on s'arrêtait à ces portes-là.
jusqu'à ce que, justement, la pression commence à monter, et encore une fois, il faut entendre je veux dire, le SNEP, il dit des bêtises, il dit des conneries, peut-être, etc., mais il est à l'écoute et il entend ce qui se dit de manière très très forte. Et aujourd'hui, il y a un vrai problème qui devient fort dans cette période-là, depuis un certain nombre de temps, qui n'est pas que le fait des programmes stricto sensu, mais de la politique qui est menée autour. Et encore une fois, ça dépasse aussi la question, y compris des IPR, mais c'est un ensemble, aujourd'hui d'ailleurs, qui est probablement en train de changer un petit peu, au moins dans la tonalité, avec le changement de gouvernement. Donc, bon, il y a des... et donc, on commence aujourd'hui à être confronté à cette problématique-là, d'où la réaction qui commence à monter sur ce registre-là. Mais c'est vrai qu'on était tellement ancré et habitué, avec en plus des gens, je dirais, qui sont à un moment donné au poste de responsabilité, comme moi et d'autres dans le SNEP, qui sont des gens qui sont issus, Jean-Luc Ballier, qui sont issus d'une grande liberté pédagogique, c'est-à-dire tout ce qu'on a construit professionnellement, tout ce qu'il a construit professionnellement, il a pu le construire parce qu'à un moment donné, il a lui-même, été au combat dans son enseignement. Et là, donc, on est comme avec... Voilà, où on construit sa propre professionnalité, où on nous dit c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc là, on commence à sentir, alors la souffrance, elle vient plutôt, dans un premier temps, des personnes, je dirais, âgées, comme moi, parce que eux, ils sont dans la souffrance dont je parlais tout à l'heure, et puis ça commence progressivement à se décaler. C'est en train de se décaler. C'est en train de se décaler, on le sent monter. Donc je pense que voilà, ça explique, c'est une explication, je dirais, qui est historico-culturelle, par rapport au fait qu'on ne soit pas mobilisé plus tôt sur ces choses-là. Et puis on était dans la phase de construction, encore une fois, parce que la question, il y a des aspects négatifs, mais il y a quand même des aspects positifs, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont traitées et qui sont de l'ordre, s'il n'y avait pas cette surabondance de prescriptions, pourrait être totalement dynamique, c'est-à-dire l'identification des compétences attendues. C'est quelque chose qui est quand même, quand on regarde justement l'histoire, par rapport à la question de l'échec, je me pose par rapport à la question de l'échec, c'est-à-dire d'identifier un peu plus précisément ce que les élèves doivent savoir faire, etc., c'est plutôt positif. Ça évite au moins, ça pourrait éviter au moins tout ce que les travaux sur les malentendus scolaires, etc., ont mis en évidence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on enseignait des trucs, mais on évaluait d'autres choses, etc., etc. Donc cette fonction-là, il faut la garder. Le problème, encore une fois, ça rejoint, c'est-à-dire comment aujourd'hui on se situe. Et ça, c'est une question, je dirais, professionnelle, mais c'est une question, encore une fois, d'ordre général, plus politique, c'est-à-dire comment on construit un cadre et du commun, tout en permettant à chacun de vrai pour construire sa propre vie. Mais on a les mêmes problématiques au niveau scolaire avec les élèves. Comment on leur propose une culture commune, des savoirs, des connaissances, des compétences communes, tout en leur permettant de se construire, de se la construire, cette compétence-là et cette appropriation-là. Et tout le problème aujourd'hui, c'est que je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas travaillé. C'est-à-dire que chacun rentre dans ce sujet-là avec ses préoccupations, son expertise, son expérience, et ce n'est pas quelque chose qui est travaillé, qui est vraiment mis sur la table en disant « Allez, on va se coltiner à cette question-là, comment on construit ça ?»